Les hommes qui ont commencé à creuser ici n'étaient pas des archéologues. C'étaient des voleurs fouillant la nuit sur une colline calcaire tranquille près de Chanliurfa, à la recherche de quelque chose à revendre. Ils ont mis au jour un bloc de roche lisse et travaillé par la main de l'homme, délibérément façonné sur une colline où il n'aurait dû y avoir que de la pierre brute. Lorsque les archéologues ont suivi cette fosse illégale jusqu'au fond du sol, ils n'ont pas trouvé un autre Göbekli Tepe. Ils ont découvert quelque chose de plus ancien, un site qui existait déjà avant même l'érection des célèbres piliers en forme de T, avant même que l'on imagine ce site qui a jadis bouleversé la chronologie. On pense aujourd'hui que ces structures constituent la plus ancienne architecture jamais découverte en Turquie. Et elles soulèvent une question à laquelle l'histoire établie de la civilisation ne peut répondre. Si Göbekli Tepe était le commencement, alors qu'en est-il de ceci? Pour comprendre ce qui a été trouvé sous cette colline pillée, il faut comprendre à quoi on le compare. Pendant des décennies, un site est resté à la limite même de ce que l'on croyait capable de faire l'être humain. Göbekli Tepe, dans le sud-est de la Turquie, a fait l'objet de fouilles systématiques à partir de 1995 par l'archéologue allemand Klaus Schmidt. Ce que son équipe a mis au jour était inimaginable. D'imposants piliers de calcaire en forme de T, certains atteignant 5,5 mètres de haut et pesant jusqu'à 20 tonnes, étaient sculptés de renards, de serpents et de vautours et disposés en cercles soigneusement taillés dans la roche. Extraits, transportés sur un terrain accidenté, façonnés avec précision et dressés, tout cela a été réalisé sans roues, sans outils métalliques, sans aucun animal domestique capable de tirer de tels charges. La datation posait problème. Les enceintes monumentales les plus anciennes datent d'environ 9600 avant notre ère et leur construction s'est poursuivie pendant des siècles. À cette époque, selon l'enseignement universitaire, les populations de cette région étaient des chasseurs-cueilleurs nomades. De petits groupes suivant les saisons, aucun établissement permanent, aucune hiérarchie capable d'organiser des centaines de travailleurs, aucun système pour nourrir une main-d'œuvre pendant les décennies nécessaires à la construction d'un tel site. La séquence communément admise du développement humain affirmait que la civilisation s'était développée selon un ordre fixe, l'agriculture d'abord, puis les villages, les classes sociales, la religion et enfin, tout à la fin, les monuments. Göbekli Tepe a bouleversé cet ordre. Il a prouvé que l'architecture monumentale et la pensée symbolique complexe précédaient l'agriculture, les villes, l'écriture, tout ce qui était censé les rendre possibles. Schmidt l'a décrit comme une cathédrale sur une colline, construite par un peuple que nous avions qualifié de primitif. Pour l'establishment, ce site est devenu la limite ultime de la chronologie, la frontière infranchissable, la plus ancienne structure de ce type sur Terre. La ligne qui disait « c'est le plus loin dans le passé », et ce qui troublait les esprits, ce n'était pas seulement son âge, mais ce qu'il impliquait. Les bâtisseurs possédaient un savoir qu'ils n'étaient pas censés avoir. Leurs symboles gravés restent encore aujourd'hui inexplicables. Le site n'a pas été construit à la hâte, puis abandonné. Il fut agrandi au fil des générations, entretenu, puis, vers 8000 avant notre ère, délibérément enfoui, non pas laissé à l'abandon, non pas oublié, comblé à la main, scellé sous des tonnes de terre, comme si ceux qui l'avaient bâti comprenaient sa valeur et souhaitaient le protéger pour les générations futures. Ce seul acte défie toute logique. Une planification à cette échelle n'est pas ce que le modèle prédit pour des hommes travaillant la pierre avec d'autres pierres. Et pourtant, les preuves sont là, sous nos yeux, mesurées et consignées, impossibles à réfuter. Ce n'est pas une théorie que l'on peut faire disparaître d'un coup de baguette magique. Longtemps considéré comme le premier chapitre de l'histoire de l'humanité, le lieu où tout a commencé, Göbekli Tepe a été pillé. C'est pourquoi nous devons aujourd'hui envisager une possibilité plus troublante. Göbekli Tepe n'a jamais été le premier chapitre, mais le second. Cette colline porte un nom, Karahan Tepe. Elle se situe à environ 20 km au sud-ouest de Şanlıurfa. Érigée à quelques 670 d'altitude sur un plateau de calcaire altéré, au pied des monts Fatih,
Ce site est de taille modeste. L'habitat s'étend sur environ 150 km² de côté, une surface réduite comparée aux sites célèbres des environs. Pendant des millénaires, il n'était qu'une légère élévation dans le paysage, abritant discrètement son contenu, sans attirer l'attention. Il a été découvert par hasard. En 2021, lors d'une étude préhistorique de la région de Şanlıurfa, des chercheurs, analysant des images satellites, ont repéré sur la colline des traces de structures enfouies d'apparence anormale. Les fouilles ont débuté la même année, fruit d'une collaboration entre l'Université de Çukurova et le musée de Şanlıurfa, rejointe l'année suivante par des experts de l'Université de Tsukuba au Japon. Le site est devenu l'un des sites du projet Taş Tepeler, une vaste étude des origines néolithiques de cette région, menée sous l'égide du ministère turc de la Culture et du Tourisme. Les fouilles furent confiées à l'archéologue Fatma Şahin. Mais les satellites n'étaient pas les premiers à perturber le sol. À leur arrivée, les archéologues y firent découvrir que la colline avait déjà été creusée illégalement. Au moins une fosse avait été creusée par des pilleurs, révélant quelque chose que ces derniers n'avaient peut-être pas compris, une zone de roche-mère lissée. Plutôt que de recommencer à zéro, ils élargirent la fosse illégale pour en faire leur première véritable tranchée, suivant les traces des pilleurs pour voir ce qu'ils avaient découvert. La roche-mère, il s'avéra, avait été délibérément travaillée. À mesure que la tranchée s'élargissait, les contours d'un bâtiment apparurent. Ils trouvèrent un canal net creusé dans la roche, formant une courbe autour de la structure. Ils pensèrent d'abord qu'il s'agissait d'un drain, d'une rainure pour évacuer les eaux pluviales. Ils se trompaient. Ce canal n'était pas destiné à l'eau. Il marquait la limite extérieure du bâtiment, délimitant la construction, et c'est alors qu'ils découvrirent les marches. Un court passage, taillé et poli directement dans le calcaire, descendait vers la structure, marquée par les pas d'il y a plus de 11 000 ans. Tout, sur ce site, l'inscrivait sans équivoque dans la famille des sites de Taş Tepeler. Le même socle rocheux travaillé, la même architecture circulaire planifiée, les mêmes bassins d'eau creusés dans la pierre que l'on retrouve sur d'autres sites de la région. Il appartenait incontestablement à ce monde, celui de Göbekli Tepe et de Karahan Tepe, partageant leurs méthodes, leurs intuitions, leur manière de construire. Une seule différence subsistait, et c'était là l'essentiel. Karahan Tepe n'était pas leur égal en ancienneté. Il était leur aîné. Ce n'était pas une copie des grands sites qui lui ont succédé. Il était plus ancien que ses illustres voisins. Puis, les archéologues atteignirent le sol du bâtiment et la terre elle-même commença à livrer son secret. La structure est simplement connue sous le nom de bâtiment 10. De forme ovale et imposante, elle mesure environ 16 mètres de large à son point le plus large et 14 mètres à son point le plus étroit. Ce n'était pas une maison privée, mais un lieu communautaire, construit pour rassembler les gens à une échelle qui exigeait planification et travail partagé. Avant même d'ériger un seul mur, les bâtisseurs s'occupèrent du terrain. La colline était en pente. Ils creusèrent donc dans la roche-mère et la nivelèrent à la main, sculptant un sol plat et utilisable dans la pierre. Puis ils découvrirent les trous, 21, ovales et arrondis, délibérément creusés dans la roche-mère. Chacun mesurait entre 20 et 40 cm de diamètre. C'étaient des trous de poteaux. Et ce qu'ils recèlent est le secret que promettait le titre, car ils sont vides. Ce qui s'y trouvait a disparu il y a des milliers d'années. Ces gens n'ont pas érigé de piliers de pierre pour soutenir le toit de cet édifice, mais des poteaux de bois. Ce détail est l'élément manquant. Göbekli Tepe est caractérisé par ses imposants piliers de calcaire en forme de T. Ici, sur une colline plus ancienne, on retrouve la même idée sous une forme plus ancienne, le bois avant la pierre, une étape de développement que le récit traditionnel de cette région prédisait, mais qu'il était resté jusqu'alors inexpliqué. À Karahan Tepe, on peut se tenir au-dessus des trous laissés par les poutres et observer l'étape qui a précédé même l'idée des célèbres piliers. Pourquoi ces populations ont-elles finalement abandonné le bois pour la pierre? La réponse est pragmatique. Le climat de cette période était instable.
changeant au cours des siècles qui ont suivi la longue période froide du Trias récent, et la végétation a évolué en conséquence. Le bois de qualité s'est peut-être tout simplement raréfié. Pourtant, une alternative existait tout autour d'elle. Le calcaire de cette région possède une propriété particulière. Exposée à l'air, sa couche externe durcit, mais la pierre sous-jacente reste tendre. Avec les outils en silex qu'elle utilisait déjà, sculpter son intérieur était en réalité plus facile que de travailler le bois. Ainsi, le passage du bois à la pierre n'était pas seulement une nécessité due à la pénurie, mais aussi, d'une certaine manière, une évolution, un choix fait par un peuple qui connaissait ces matériaux. Et ici, ils connaissaient la pierre bien avant de l'utiliser pour les piliers. Les mêmes bâtisseurs qui avaient scellé les poteaux de bois dans ce sol avaient déjà taillé et poli la roche-mère, façonné des caniveaux, sculpté des marches et façonné des blocs qui s'emboîtaient parfaitement à l'intérieur de la structure. Le savoir-faire était là, la connaissance était là. Ce n'étaient pas des hommes primitifs tâtonnants. C'étaient des tailleurs de pierre qui, pour ce bâtiment, avaient simplement choisi le bois pour soutenir le toit. Le bâtiment 10 se dressa, remplit sa fonction et rassembla la vie de la communauté autour de lui aussi longtemps que nécessaire. Puis, une fois cette période terminée, ceux qui l'avaient construit firent quelque chose de délibéré et d'étrange. Quelque chose qui relie cette colline isolée à tous les grands sites qui lui ont succédé. Ils l'ont enfoui. Lorsque le bâtiment 10 eut rempli sa fonction, ceux qui l'avaient érigé ne l'ont pas simplement abandonné en le laissant tomber en ruine. Ils l'ont comblé. L'intérieur était rempli de matériaux qui ne semblent pas être d'origine naturelle, et la structure fut scellée en dessous. La preuve réside dans ce qui manquait. Lorsque les archéologues ont fouillé ce remblai, ils n'ont rien trouvé à l'intérieur. Aucun outil, aucun objet abandonné, aucun des débris ordinaires qu'un bâtiment en activité accumule au fil du temps. L'espace avait été nettoyé et fermé intentionnellement, mis hors service, abandonné de façon délibérée. Mais un détail distingue Kakmak Tepe des constructions ultérieures, et c'est grâce au travail du docteur Fatma Sahin et de son équipe que ce détail a été mis en évidence. À Göbekli Tepe, les grandes enceintes furent enterrées entières, laissées telles quelles et recouvertes. Ici, les bâtisseurs sont allés plus loin. Avant de remplir la structure, ils l'ont démantelée. Les pierres qui formaient ces piliers et ces murs furent soigneusement retirées et empilées de côté, disposées en rangées ordonnées, et ce n'est qu'ensuite que le bâtiment fut scellé. Ils n'ont pas simplement enterré leur monument. Ils l'ont d'abord démantelé avec soin, comme si l'acte de le démonter était aussi important que l'enfouissement lui-même, et il ne s'agit pas d'un événement isolé sur une seule colline. Ce même comportement se répète inlassablement dans cette région et à travers les siècles. Göbekli Tepe a été enterré, Karahan Tepe a été enterré, et maintenant Kakmak Tepe, plus ancien que les deux autres, témoigne du même instinct présent dès l'origine. Quelle que soit la raison qui a poussé ces populations à sceller leurs structures les plus importantes, elle n'a pas été inventée à Göbekli Tepe, elle leur a été transmise. Le site abrite plusieurs de ces bâtiments. Un second grand enclos, de 14 à 15 mètres de diamètre, reprend presque à l'identique la forme du bâtiment 10, et, encastré dans ou près du mur qui le borde, les archéologues ont découvert une corne et un crâne d'animal, délibérément intégrés à la structure même. Nous ignorons ce que cela signifiait pour ceux qui l'ont placé. Avait-il une valeur rituelle ou servait-il un but aujourd'hui perdu? Mais on retrouve le même phénomène à Karahan Tepe, où des crânes d'animaux étaient également incorporés directement au mur. D'un site à l'autre, à différentes époques, la même idée se répète, transmise de génération en génération comme tout le reste. Autour de ces grandes structures communautaires se déroulait le reste de l'habitat, la vie quotidienne. De petites habitations ovales, des abris semi-souterrains creusés sous la surface du sol, leur sol taillé dans la terre, couverts probablement de poteaux de bois et de peaux d'animaux. Des gens vivaient ici. Ils construisaient des espaces communs et des habitations privées côte à côte,
Exactement comme sur les sites célèbres qui ont suivi, Karahan Tepe n'est donc pas une curiosité isolée. C'est un véritable village avec la même architecture, le même rituel funéraire, les mêmes instincts que Göbekli Tepe, mais plus anciens, ce qui soulève la question centrale autour de laquelle tout le site est construit. De combien de temps exactement? La réponse est inscrite dans la pierre, non pas dans les bâtiments, mais dans les outils. Éparpillés sur le site, les archéologues ont mis au jour l'outillage en silex des habitants, nucléus et lames, grattoirs, minuscules microlames poreuses, débris de pierre taillés témoins de la vie quotidienne, et parmi eux, des pointes d'un type très particulier, les petites pointes de flèches taillées que les archéologues appellent pointes El-Khiam. Ce ne sont pas des objets anonymes, mais des marqueurs. Une signature qui rattache un site à un peuple spécifique à un moment précis de la longue histoire du néolithique. La pointe d'Alkion appartient à la première phase du néolithique précéramique, le Khiamien, et sa présence situe les racines les plus profondes de Karahan Tepe entre 10 000 et 9 500 avant notre ère. Si on la compare à Göbekli Tepe, dont les grands enclos sont datés avec certitude d'environ 9 600 avant notre ère, et aux siècles qui ont suivi, la signification devient claire. L'horizon le plus ancien de Karahan Tepe remonte bien avant les célèbres piliers en forme de T. Les outils appartiennent à un monde plus ancien. C'est sur ce constat que repose l'hypothèse, et la docteure Fatma Shahin et son équipe y font preuve de prudence car les fouilles sont récentes, ayant débuté seulement en 2021, et la datation s'affinera à chaque campagne. Mais l'outillage parle de lui-même. Les habitants de cette colline étaient là avant nous. Ils ne sont pas apparus de nulle part. La culture khiamienne trouve ses origines loin au sud, au Levant, dans le monde des chasseurs-cueilleurs qui l'ont précédé. Durant les longs siècles du Trias récent et le réchauffement climatique qui suivit, des communautés migrèrent vers le nord, quittant cette région pour s'installer dans le sud-est de l'Anatolie. Attirées par les ressources, elles suivirent les troupeaux, emportant avec elles leurs outils, leur art et leur savoir-faire en matière de construction. Karahan Tepe est l'un des sites où elles s'établirent. Les traces de ce voyage sont encore visibles dans le sol, près des pointes de flèches. Des perles de pierre utilisées comme ornements et des redresseurs de fûts sculptés avec soin, objets que l'on retrouve presque identiques sur d'autres sites du Levant. Les mêmes formes, les mêmes mains, la même tradition nomade se sont perpétuées sur des centaines de kilomètres. On peut même deviner ce qu'ils mangeaient. Parmi les vestiges figurent les ossements des animaux qu'ils chassaient, gazelles et lièvres, bœufs, sauvages, mouflons et sangliers. Et à côté des armes de chasse se trouvaient les outils plus discrets d'une évolution plus lente. Meules pour moudre les céréales sauvages, lames pour couper les plantes. Ces gens n'étaient pas encore agriculteurs, mais ils se trouvaient à l'aube de l'agriculture, cueillant et préparant des céréales sauvages des siècles avant que quiconque n'ait songé à les semer délibérément. Une communauté prise dans une transition, un pied dans l'ancien monde de la chasse, l'autre tourné vers celui des champs. Ainsi, la question de l'âge trouve une réponse que la chronologie établie refusait d'entendre. La colline était occupée avant l'érection de Göbekli Tepe, et une fois ce fait admis, le site le plus célèbre du monde antique se révèle sous un jour nouveau. Longtemps, Göbekli Tepe fut considéré comme un miracle. Un site semblant surgir de nulle part, imposant et sophistiqué, sans que rien ne permette d'expliquer comment l'humanité avait pu parvenir à une telle chose. Ce fut toujours la plus grande énigme, non seulement son ancienneté, mais aussi son isolement. Un chef-d'œuvre sans aucun modèle apparent. Çatalhöyük Tepe est un début de réponse. Cela nous révèle que ce chef-d'œuvre a des ancêtres, car on peut désormais observer son évolution étape par étape, déployée sur les collines de cette région. D'abord, de simples huttes, puis des structures circulaires soutenues par des poteaux en bois semblables à ceux retrouvés dans le sol du bâtiment 10. Ensuite, des enclos où des piliers de pierre remplacent le bois. Puis, plus tard encore, des bâtiments rectangulaires en pierre de taille. Il ne s'agit pas d'un saut soudain, c'est une échelle,
et Karahan Tepe se situe sur un échelon presque à sa base, juste en dessous du site célèbre qui lui a succédé. Le même instinct artistique est déjà présent. Des animaux rendus en pierre sous une forme plus simple, le même rituel funéraire, la même manière de construire, mais plus rudimentaire, plus ancienne, moins raffinée. Tout ce qu'un véritable précurseur se doit d'être. C'est la vérité plus profonde que la colline met en lumière. L'essor de la vie sédentaire en pierre à travers le croissant fertile ne s'est pas produit en un seul éclair de génie. Elle s'est déployée lentement sur plus de 1000 ans, à travers des dizaines de sites interconnectés s'étendant du Levant au sud jusqu'au bassin du Tigre à l'est. Un témoignage culturel continu. Des communautés partageant outils, arts, méthodes et croyances, les transmettant de génération en génération et les véhiculant au fil de leur migration. Göbekli Tepe n'a jamais été un site isolé. Il s'agit d'un chapitre d'une histoire bien plus longue et Karahan Tepe d'une page antérieure de ce même livre. Et voici ce qui devrait interpeller quiconque l'entend. Nous découvrons tout cela à partir de presque rien. Karahan Tepe n'est fouillé que depuis quelques années et seule une infime partie a été explorée. Göbekli Tepe lui-même, après des décennies de travaux, reste en grande partie enfoui, la majeure partie encore scellée dans le sol. La région n'est pas une découverte unique. C'est une chaîne de sites, la plupart à peine ouverts. Certains sont certainement encore à découvrir. Chacun d'eux est susceptible de repousser les limites de l'histoire, ce qui signifie que l'image que nous avons n'est pas définitive. C'est le premier aperçu, encore flou, d'un ensemble bien plus vaste. Un assemblage construit à partir d'un infime échantillon de ce qui se trouve réellement sous terre. Les poteaux de bois ont précédé les piliers de pierre. Karahan Tepe a précédé Göbekli Tepe, et la seule conclusion plausible est que quelque chose existait avant Karahan Tepe aussi, enfoui sous une autre colline paisible que personne n'a songé à fouiller. La plus ancienne architecture jamais découverte en Turquie a été mise au jour pour une raison bien précise. Quelqu'un a creusé là où il ne fallait pas, et la terre a livré un secret qu'elle gardait depuis 12 000 ans. Revenons au point de départ. Une colline tranquille près de Şanlıurfa, une fosse creusée par des voleurs dans l'obscurité et un fragment de roche-mère poli par des mains ayant vécu il y a 12 000 ans. Cet accident a ouvert une porte sur un passé plus lointain que ne le permet l'échelle temporelle. Karahan Tepe ne remplace pas Göbekli Tepe, il se dresse en dessous. L'échelon le plus ancien qui prouve que les grands monuments ont eu des ancêtres, que le génie n'est pas apparu de nulle part. Et chaque nouvelle campagne de fouilles repousse un peu plus loin les origines de ce premier chapitre. Les poteaux de bois ont précédé les piliers de pierre. Le village est antérieur à ses célèbres voisins. Quelque chose existait certainement avant le village. Nous l'avons découvert par hasard, en tombant dessus par un trou creusé par un pilleur. La vraie question, celle à laquelle personne ne peut encore répondre, est la suivante. Jusqu'où remonte réellement cette histoire et que recèlent encore ces collines?